Il est 8h33. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité ce matin est Thibaut Guignard. Il est maire de Ploc-l'Hermitage, dans les Côtes-d'Armor. Ça, c'est pour nos auditeurs qui sont loin, qui nous écoutent tous les jours. Vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, président de Leader France. Il est avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Et je lui souhaite même un bon anniversaire. J'ai noté sur mes petites fiches. Merci beaucoup. Alors, Thibaut Guignard, on va parler évidemment, on va parler de ruralité, on va parler de Leader, parce qu'il y a un événement qui se passe la semaine prochaine dans votre commune de Ploc-l'Hermitage, mais on va aussi parler de l'actualité internationale avec cette guerre en Europe, on peut le dire aujourd'hui, cette guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire de votre part ? Ben d'abord, vous avez raison, c'est une guerre en Europe. C'est une guerre qui n'a pas encore franchi les frontières de l'Union européenne, mais c'est une guerre qui est en Europe, sur notre continent, avec un pays frère et ami qu'est l'Ukraine. Cela fait des années, voire des décennies, que des pays de l'Union européenne, pour le coup, nous alertent sur le risque du voisin russe. Je pense aux pays baltes, je pense à la Pologne, je pense à la Roumanie. On les a toujours écoutés seulement d'une oreille, considérant peut-être que l'Ukraine était condamnée ad vitam aeternam à servir de tampon entre deux grandes puissances que sont la Russie et l'Union européenne. Et là, la réalité se rappelle à nous. Et lorsque le tampon saute, eh bien, la guerre est aux portes de chez nous. Et il me semble qu'il est urgent de venir en aide, et c'est ce que fait l'Union européenne, de venir en aide à l'Ukraine. Alors on a eu beaucoup justement de tergiversations, on peut le dire, ces derniers jours, entre ceux qui sont pour apporter une aide véritable avec des armes en particulier, et d'autres qui sont contre, et puis l'Union européenne qui a tranché très vite finalement. Exactement. Ces tergiversations, elles n'ont pas duré longtemps parce que l'Union européenne a fait un bond en avant de 10 ans, notamment sur l'Europe de la défense. Voilà beaucoup de temps qu'on parlait de cette Europe de la défense qui était attendue, mais qui était une arlésienne. Et en quelques jours, l'Union européenne a mobilisé des mécanismes financiers, a décidé d'acheter des armes de guerre pour armer les Ukrainiens. C'est inédit. Et je pense que l'Union européenne, et Vladimir Poutine ne l'avait peut-être pas pressenti, mais il a permis aux 27 de resserrer les rangs. Il a permis à l'Union européenne de la défense de faire ses premiers pas, ses premiers investissements, ses premiers achats. L'Allemagne a décidé de réaugmenter son budget militaire, et l'Union européenne a clairement dit par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, que l'Ukraine faisait partie des nôtres. Donc la question aujourd'hui, ce n'est plus l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais quand ? Voilà, parce que c'est un processus qui prend quand même un temps, j'allais presque dire assez certain, c'est long pour un pays qui veut adhérer à l'Union européenne. Nous sommes en guerre, nous sommes véritablement en guerre. Il faut donc aujourd'hui un processus exceptionnel et rapide d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne, de façon à ce que l'on puisse partager les efforts de guerre qui sont en fait des efforts de paix. Alors on se retrouve, on suppose, allez on va faire un petit peu de politique fiction, on se retrouve demain avec l'Ukraine et la Moldavie dans l'Union européenne, ça veut dire donc que la Russie finalement attaque l'Union européenne à partir de ce moment-là. Et là ça change tout en termes de réponse, ça change tout en termes d'enjeux au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, on ne peut pas demander à des pays comme l'Ukraine ou la Moldavie de rester définitivement des pays tampons entre deux grandes puissances, ce qui vient d'ailleurs entraver grandement leur développement économique et social. Et donc aujourd'hui, il faut les intégrer. Il faudra leur permettre de rattraper le retard, comme on l'a fait avec l'Espagne, comme on l'a fait plus récemment avec la Pologne ou la Roumanie. Mais c'est le sens même de l'Union européenne. Il faudra partager les richesses. Mais partager les richesses, c'est aussi partager la paix. Alors la paix, on en parle, on l'espère, on l'appelle de nos voeux, et pourtant les images qui nous parviennent encore ce matin ou les commentaires des journalistes courageux qui sont sur place là-bas en Ukraine ne sont pas très optimistes. Moi, je suis vraiment impressionné par la capacité des Ukrainiens à résister. C'est-à-dire que le peuple s'est levé derrière le président de la République, qui est devenu un vrai héros national, alors qu'il y a quelques années, il était encore un comique. Il est devenu un vrai héros national. Le peuple s'est levé, il a pris les armes, parfois des armes artisanales, et il a bloqué l'avancée des Russes, notamment aux portes de la capitale. Et quand un peuple se lève, rappelons-nous de 1940 en France, eh bien, il est capable de
de résister à l'ennemi. Alors ce n'est plus la guerre des résistants et la guerre des maquisards comme il y a eu pour la Deuxième Guerre mondiale, mais pour cette Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre économique, c'est une guerre du numérique, mais c'est toujours quand même une guerre de terrain, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens avec des armes létales qui se tirent dessus dans une capitale européenne à quelques centaines de kilomètres seulement de chez nous, et ça il faut le prendre en compte. Vladimir Poutine, on le dit jusqu'au boutiste. On a entendu depuis quelques jours le président russe brandir une forme de menace nucléaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous en tant que citoyen, en tant que responsable politique ? Forcément, quand on parle de menace nucléaire, ça ne peut que inquiéter, mais lorsqu'il y a menace, soit on s'aligne sur le degré de menace, et je crois que nous avons aussi la capacité de menacer la Russie avec les armes nucléaires de certains pays de l'OTAN, soit on fait profil bas, et si jamais nous cédons devant Vladimir Poutine, lui qui a annoncé qu'il ne voulait pas de pays militarisés à l'est de l'Allemagne, ça veut dire que c'est demain la Pologne qui sera attaquée, ce sont les pays baltes qui seront attaqués. Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là. Donc je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire en direction du peuple russe pour leur dire, il est temps de dire stop à votre dirigeant, il est temps d'arrêter cette folie meurtrière, et si l'opinion russe est avec les Occidentaux, alors on gagnera cette guerre. Mais pour cela, c'est compliqué parce qu'en Russie, il n'y a pas de radio libre comme Bretagne 5, par exemple. Non, et on a d'ailleurs vu quelques chaînes de télévision, quelques radios indépendantes qui sont fermées depuis ce matin, qui ne peuvent plus s'exprimer. On a de la chance, nous, d'être Il faut le rappeler, je pense. Dans ce pays, et de pouvoir nous exprimer. Évidemment, on est aux côtés de nos confrères russes qui ne peuvent plus s'exprimer. De nos confrères ukrainiens aussi, on a vu cette image forte de cette tour de télévision qui a été bombardée. C'est aussi une attaque, en tout cas une menace vers les médias, vers la liberté d'expression. Mais la première chose à faire en temps de guerre, quand on est l'agresseur, c'est effectivement de couper les médias. Et la stratégie est clairement affichée. Alors, en retour, les médias russes ont été fermés ici en France. On pense à Russia Today ou encore à Sputnik. Est-ce que c'était une bonne idée de fermer ces médias purement et simplement au niveau européen? Ou est-ce que, voilà, on fait un petit peu montre d'une démocratie à deux vitesses? C'est ce qui a été un peu reproché aussi dans cette décision. On est dans une guerre, comme je le disais tout à l'heure, une guerre nouvelle, multiforme, et donc il faut agir sur tous les leviers pour fragiliser le pouvoir russe. Il faut avoir les leviers des médias, il faut actionner le levier de l'économie, Bruno Le Maire l'a redit hier, il faut actionner les leviers de la militarisation avec l'achat des armes par l'Union européenne pour les Ukrainiens. Il faut utiliser toutes les possibilités que nous avons pour déstabiliser le pouvoir et pour faire arrêter cette agression de la Russie envers l'Ukraine. Alors, on voit cette guerre aujourd'hui, je le disais en commençant aux portes de l'Europe. On sent aussi toute cette entreprise de déstabilisation lancée par Vladimir Poutine. Est-ce que dans le dessein de Vladimir Poutine, finalement, c'est de diviser l'Europe, d'affaiblir l'Europe, et il ne s'attendait pas, vous avez déjà donné un début de réponse, Thibaut Guignard, mais il ne s'attendait pas à une telle résistance, tant sur le terrain, avec les Ukrainiens qui luttent dans leur chair, dans leur sang, mais aussi des Européens, dans leurs décisions, des pays européens qu'on disait divisés, qui n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord. Et là, les décisions étaient prises quasi, d'ailleurs même à l'unanimité. Mais depuis la création de l'Union européenne, on rappelle que cette union, elle a été créée pour la paix. Et puis on nous dit, oui, bon, la paix, d'accord, ok, désormais on a la paix, mais vous voyez, sur les critères de convergence économique, on n'est pas tout à fait d'accord, sur les questions d'alignement social, on n'est pas tout à fait d'accord, etc. Et là, en fait, on en revient à nos principes fondamentaux. On en revient aux principes de base, parce qu'on pensait que la guerre, c'était derrière nous. Mais désormais, notre continent est en guerre, nous sommes rentrés dans la Troisième Guerre mondiale, on en revient aux fondamentaux, l'Union européenne serre les coudes, et ça, effectivement, Vladimir Poutine ne s'y attendait pas du tout. Les 27 ont fait preuve d'une responsabilité très importante. La présidente de la Commission est à la barre, et l'Union européenne répond clairement à l'agression de l'Ukraine par la Russie.
Alors l'Europe, on va en parler, on va quitter un petit peu ce dossier très anxiogène, il faut bien le dire, mais tellement important et tellement inattendu. Vous parliez à l'instant, vous citiez le terme de Troisième Guerre mondiale, Thibaut Guignard, c'est toujours un terme qui fait peur. On ne l'aurait jamais imaginé, évidemment, il y a encore quelques années. Mais on va parler de l'Europe, celle qui construit, celle qui est dans nos campagnes. Et c'est pour ça que nous avons décidé de vous inviter aussi ce matin, car il va y avoir un séminaire européen qui va se tenir dans votre commune de Ploc-l'Hermitage. C'est les 7 et 8 mars prochains. Séminaire européen leader. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot de leader? Parce que je le disais en commençant, vous êtes le président de Leader France. Alors, qu'est-ce que Leader France pour nos auditeurs? Alors LEADER, très concrètement, c'est un programme européen de développement rural. C'est-à-dire que l'Union européenne confie aux acteurs locaux une somme de FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural. Et ces acteurs locaux sont ensuite chargés de les répartir pour financer des projets de développement rural. Ce que je viens de dire est très important. Excusez-moi. Je vous en prie. Ce que je viens de dire est très important parce que... cela veut dire que depuis 1993, l'Union européenne, Bruxelles, qu'on considère comme éloignée, comme technocrate, etc., est capable de confier une partie de son budget aux acteurs locaux, aux plus proches du terrain. Tous les États, y compris la France, ne sont pas capables de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Programme européen de développement rural pour financer les projets au plus proche du terrain. En France, ce sont 339 territoires qui bénéficient de Leader, en France métropolitaine et en Outre-mer. Et en Europe, ce sont 2600 territoires qui sont dans cette dynamique de développement rural financée par l'Union européenne. Et ces territoires sont invités à se retrouver les 7 et 8 mars à Ploc-l'Hermitage, couverts par Bretagne 5, qui du coup déménagera le temps du séminaire. On est partenaire et on sera sur place, évidemment, pour des matinales spéciales, comme l'on dit. Et je vous en remercie. Et donc, les territoires ruraux européens sont invités à se retrouver pour parler de développement rural dans les politiques européennes. Et c'est un sujet qui fait écho à l'actualité, puisqu'il y a un grand pays rural qui attend son intégration à l'Union européenne, c'est l'Ukraine. Voilà, pays très agricole, l'Ukraine, on le voit aussi. Justement, ces territoires ruraux, à travers l'Europe, il y a des formes d'inégalité pour des raisons historiques, pour des raisons de développement. Est-ce que c'est pas non plus l'idée, leader, d'une forme, alors quand je dis d'uniformisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de pouvoir uniformiser les territoires pour qu'ils ne soient pas concurrents, mais plutôt dans l'émulation? C'est de l'émulation, puis c'est aussi permettre aux territoires de rattraper leur retard. Et même si Leader dépend de la politique agricole commune, parce que c'est un fonds européen agricole, pour autant, l'objectif de la politique de cohésion de l'Union européenne, c'est bien de niveler les différences et de permettre aux territoires de rattraper leur retard. Donc Leader, c'est un programme qui n'est pas automatique, c'est-à-dire que les acteurs locaux doivent écrire une stratégie locale de développement. Il y a des critères particuliers. Des critères particuliers. Ils sont sélectionnés par l'autorité de gestion qui est le Conseil régional, qui donc fait la sélection pour le compte de la Commission européenne. Donc il y a une vraie sélection, il y a une vraie démarche qualitative qui est demandée aux acteurs locaux, de façon effectivement à ce que les territoires ruraux puissent rattraper leur retard, s'équiper, avoir accès aux services publics, à la culture, aux services sociaux, etc. Voilà, parce que ce n'est pas que l'agriculture, on est bien d'accord. Alors c'est tout un ensemble. C'est même tout sauf l'agriculture, c'est-à-dire que Leader, c'est le pan non agricole de la politique agricole commune, c'est-à-dire c'est le pan rural, considérant que les agriculteurs ne sont pas tout seuls en milieu rural, il y a toute une autre population de travailleurs et d'habitants, et puis que les agriculteurs ne sont pas uniquement des agriculteurs, ils sont aussi le soir pères de famille, consommateurs de culture, engagés dans des associations, etc. Et donc, dans les années 90, c'est la France qui a proposé à l'Union européenne de détacher un budget de la politique agricole commune pour financer vraiment le développement des campagnes, au-delà même du soutien au marché et du soutien à la production agricole. Alors, il y a aussi toute la réflexion, vous le disiez, hein, il n'y a pas que les agriculteurs dans nos territoires ruraux, il y a dans les petites communes aujourd'hui beaucoup alors, on dit souvent les Parisiens, on met toujours ce guillemet-là. Tout ce qui est après Rennes, en fait, chez nous, c'est les Parisiens. Voilà, c'est l'étranger, oui, vous faites bien de le signaler.
signaler, Thibaut Guignard. Alors, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métropolitains qui viennent s'installer dans les campagnes aujourd'hui pour trouver une qualité de vie, pour aussi y développer des activités. Alors, on pense aujourd'hui au numérique qui est partout, alors qu'il se développe aussi dans les campagnes, parfois à vitesse variable. Est-ce que Leader intervient sur ces développements, j'allais dire, structurels également? Alors, Leader n'intervient pas sur le déploiement de la fibre, parce qu'on est sur des enjeux financiers qui sont très importants et qui sont financés par l'Union européenne à travers le FEDER, le Fonds européen pour le développement régional. Leader intervient plutôt sur les usages du numérique, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut permettre aux écoles d'appréhender le numérique, aux maisons de retraite d'appréhender le numérique, à tout à chacun d'ailleurs de se former aux usages du numérique, aux démarches en ligne, etc. Donc on est plutôt sur le très concret, le très proche du terrain, en proximité avec l'usager, et effectivement sur le déploiement des tuyaux et de la fibre, c'est le Fonds européen pour le développement régional qui prend le relais. Voilà, la campagne attire, c'est une bonne chose aujourd'hui, mais oui, ça crée aussi d'autres problèmes. Là, on sort un tout petit peu de Leader, mais c'est le problème du logement, c'est le problème, on parlait de la fibre à l'instant, mais c'est le problème aussi des infrastructures, de l'accueil. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile, alors là c'est au maire que je m'adresse, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'accueillir dans nos campagnes ? Alors il y a deux sujets, il y a la capacité à accueillir avec effectivement les équipements et les infrastructures, et je pense que nos ruralités ne sont pas autant sous-dotés que nous le disons. Nous avons encore un maillage, notamment en Bretagne, de bourgs-centres dans lesquels on trouve tous les services, écoles, collèges, bibliothèques, salles des fêtes, etc. Et puis, il y a la question de l'accueil de ces nouvelles populations qui vont apporter aux ruralités avec une approche nouvelle, qui vont devoir aussi, on le dit de façon parfois un peu caricaturale, s'adapter à notre mode de vie, le bruit du tracteur et du coq le matin. Je crois que les nouveaux arrivants le savent très bien. Certains ruraux peuvent aussi être agacés par le chant du coq lorsqu'ils se sont couchés tard la veille. Et donc, c'est un petit peu caricatural, me semble-t-il. Moi, je pense que les ruralités ont toujours été des terres d'accueil et qu'aujourd'hui, je ne veux pas en revenir à notre sujet de départ, mais aujourd'hui, sur les migrations, l'enjeu est ailleurs que l'accueil des urbains qui sont une véritable chance pour les territoires ruraux avec le télétravail, etc. On ne peut pas déplorer d'un côté qu'on ferme des classes parce qu'on manque d'élèves, parce que la démographie est en baisse, et ne pas accepter de nouvelles familles qui, grâce au numérique notamment, grâce à la LGV aussi pour la Bretagne, eh bien, peuvent partager leur semaine, par exemple, entre Paris et une deuxième très belle commune, Ploc-l'Hermitage. Par exemple. Par exemple. Je reviens un petit peu sur le sujet du début, néanmoins, Thibaut Guignard, il va y avoir un afflux de réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre, qui fuient leur pays. Certains retournent y combattre. On a vu de jeunes hommes installer leur famille à l'abri et retourner combattre courageusement dans leur pays. La Pologne subit de plein fouet cet afflux de gens qui fuient cette guerre, de migrants qui fuient cette guerre. Est-ce qu'on a le devoir ici dans nos communes rurales d'accueillir les Ukrainiens qui fuient leur pays? Bien évidemment, les Ukrainiens sont des frères, ce sont des Européens qui, pour le coup, ont le même mode de vie que nous. Ce sont des réfugiés, c'est-à-dire que leur volonté, c'est de retourner en Ukraine, dans un pays en paix et dans un pays qui aura intégré l'Union européenne. La majorité d'entre eux se dirigent vers la Pologne et vers la Roumanie. La Pologne a commencé à les accueillir, elle l'avait déjà fait lors de la dernière crise et elle avait déjà accueilli plusieurs centaines de milliers, voire plus d'1 million de migrants. Il faut savoir que ça répond aussi à une question de besoin de main-d'œuvre en Europe de l'Ouest. Donc je pense qu'il ne faut pas refuser l'aide à ces réfugiés, mais il faut leur donner la possibilité rapidement de retourner chez eux, parce que je pense que personne ne quitte sa maison, sa commune, son pays, sa famille, en laissant derrière lui des membres de sa famille par plaisir, et que la volonté de nos frères ukrainiens sera de retourner en Ukraine. Mais en attendant, ils sont les bienvenus, et nous, à Ploc-l'Hermitage, si on peut mettre des choses en place, comme beaucoup de communes en France, pour accueillir des réfugiés, nous le ferons. L'Association des maires de France, d'ailleurs, présidée par David Lisnard, le maire de Cannes, a lancé un appel pour non seulement aider les populations sur place, mais aussi accueillir des réfugiés. Voilà, l'entraide européenne, là aussi c'est une forme de solidarité européenne que l'on découvre à la faveur de ce conflit inattendu.
Que l'on découvre, oui et non, c'est-à-dire en tout cas, dans cette forme-là. Ça fait partie aussi de l'ADN de l'Union européenne, ça fait partie aussi sans doute de l'ADN de nos territoires ruraux. Vous savez, d'avoir toujours une place au bout de la table, là aussi je caricature, mais d'avoir toujours une place de libre au bout de la table pour celui qui passe, ça fait partie de notre tradition d'accueil. Et je pense que on a dans les temps de crise, de toute façon, le meilleur de l'humanité qui ressort. Le pire, c'est la guerre, et puis le meilleur, c'est la solidarité, l'accueil et l'entraide. Alors, il y a quelque chose qui est passé un petit peu au second plan, c'est l'élection présidentielle. Vous doutez bien, je vais vous poser quelques questions autour de cette élection présidentielle qui arrive dans un contexte qui était déjà compliqué et qui se surcomplique, si j'ose le mot, avec cette guerre qui surgit en fait dans le débat. On a l'impression quand même qu'il y a un grand décalage entre cette élection et l'actualité. Voilà, c'est les faits, c'est l'histoire finalement qui avance. Mais néanmoins, voilà, elle est là, cette élection présidentielle, a priori, sauf vraiment problème particulier majeur, elle aura lieu dans les temps. On a vu les candidats qui se sont déclarés, les dernières signatures arrivent. Quel est votre regard là aussi sur cette élection présidentielle, vous, l'élu, et puis vous, le citoyen? J'aimerais bien qu'on ait un vrai débat. Pendant cette élection présidentielle, et c'est vrai que l'ambiance générale avec la Covid, qu'on a un peu oublié depuis le début de la guerre en Ukraine, mais qui est toujours là, avec la Covid et puis la guerre, fait que l'actualité passe au premier plan. Et c'est bien normal. Pour autant, j'aimerais bien qu'on ait un vrai débat et qu'on puisse avoir notamment un second tour avec des candidats sérieux qui débattent. C'est pour ça que moi, j'invite les électeurs à bien regarder les candidatures des uns et des autres, à bien regarder les programmes et à voir, quel que soit le point de vue qu'on puisse avoir pour l'action du président de la République, mais permettre d'avoir un vrai deuxième tour avec un vrai débat de qualité, ce qu'on n'a pas connu la dernière fois, de façon à ce que les Français fassent un choix, reconduisent le président de la République, mais à l'issue d'un vrai débat démocratique, ou fassent un autre choix, mais qu'on ne soit pas dans un choix par défaut. La dernière fois, pour certains, ça a été un choix par défaut, et je crois qu'il n'y a rien de pire que pour la démocratie, et je pense que nous aurions besoin d'un vrai débat de fond au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, par exemple, en écartant des témoignages xénophobes comme celle d'Éric Zemmour, des candidatures de témoignages comme les candidatures des candidats de gauche, et d'avoir vraiment un vrai débat. Alors, ce vrai débat, c'est aussi, vous prononciez le mot d'Éric Zemmour, qui d'ailleurs a réuni plus de 500 signatures, 600 signatures, et Marine Le Pen également, qui a réuni ces 500 signatures. On voit surgir l'extrême droite, pour faire simple, dans le débat. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai posé déjà la question à plusieurs invités ici dans la matinale, est-ce que c'est quelque chose pour vous, Thibaut Guignard, qui est de nature à vous inquiéter ou à vous interpeller ? Moi, je trouve ça terrible. Moi, je suis un bébé Chirac, j'ai commencé la politique en 2000 et je me souviendrai toujours de cette phrase à son meeting de Rennes entre les deux tours de l'élection présidentielle en 2002. Face à l'extrême droite, face à l'antisémitisme, il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de compromission possible. Et moi, je trouve ça terrible de voir en France l'extrême droite à 30%. Je n'accuse pas les électeurs. Je dis que les responsables politiques doivent prendre en compte, pour répondre aux légitimes interrogations, peurs, craintes de ces électeurs, mais il faut aussi que l'on soit capable, nous les responsables politiques, de déconstruire ces candidatures. Quand on a un candidat qui est capable de réhabiliter le maréchal Pétain, il faut déconstruire ces candidatures. Il faut dire qu'elles ne sont pas, selon moi, dans le champ démocratique. Quand on réhabilite le maréchal Pétain, on n'est plus dans le champ démocratique. Mais une fois de plus, c'est pas de la faute des électeurs individuellement. S'ils se tournent vers ce type de candidature, c'est bien parce qu'ils ont des difficultés au quotidien auxquelles il faut répondre. C'est peut-être parce que la classe politique ne sait pas comment s'adresser à eux. C'est peut-être parce qu'on ferme les yeux sur des vraies problématiques d'immigration, d'intégration, de sécurité, etc. Ce ne sont pas des gros mots. C'est pas parce que Zemmour et Le Pen en parlent que les autres n'ont pas le droit d'en parler. Et donc, en répondant aux interrogations
interrogations légitimes de leurs électeurs, on arrivera à les faire baisser dans les intentions de vote. C'est exactement ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy en 2007 n'a jamais transigé avec l'extrême droite. Par contre, il a répondu aux problématiques et aux attentes des électeurs de l'extrême droite. Moralité, l'extrême droite s'est effondrée et on a eu un deuxième tour, un véritable deuxième tour, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, avec un véritable débat. Alors, il nous reste 2 petites minutes, Thibaut Guignard, ça va très vite le matin. L'abstention est là aussi. Qu'est-ce que vous diriez à un électeur qui dit, bon, zut, finalement, moi, je ne vais pas voter? On vient de sortir d'une crise sanitaire inédite, qui a été gérée par le gouvernement. On en fera le bilan. Certains disent bien, d'autres disent moins bien. Nous sommes en guerre. Et on pourrait se dire l'élection présidentielle n'est pas importante. Elle est en France, on peut le regretter ou pas. La clé de voûte de toute la démocratie. C'est-à-dire que c'est l'élection présidentielle qui fait les élections législatives. Et c'est donc l'élection la plus importante puisque nous sommes dans une forme de monarchie républicaine avec un pouvoir présidentiel très important. Bon, tant qu'on n'aura pas changé la Constitution, ça reste donc la première des élections et il faut aller voter parce que c'est un choix de société. Et on ne peut pas dire qu'on manque de choix pour le coup. Regardons ce que propose Jean-Luc Mélenchon, regardons ce que propose Yannick Jadot, regardons ce que propose Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, et il y en a pour tous les goûts. Et donc celui qui dirait je ne vais pas aller voter parce que je ne m'y retrouve pas, c'est qu'il n'a pas regardé les programmes. Celui qui dirait par contre je ne vais pas voter parce que ça ne m'intéresse pas, là ça doit interpeller les politiques. Pourquoi est-ce que les politiques ne sont plus capables d'intéresser les Français à l'élection présidentielle? Voilà, la question reste entière, il faudra y répondre. Et puis, amis auditeurs, vous avez jusqu'à aujourd'hui pour vous inscrire sur les listes électorales, en tout cas en ligne. Thibaut Guignard, on va se quitter. Je rappelle donc ce séminaire européen leader les 7 et 8 mars prochains, donc dans votre commune de Ploc-l'Hermitage, dans les Côtes-d'Armor. Voilà, il fallait-il le préciser. Merci infiniment d'être venu ce matin au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée et encore un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, très bonne journée. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.